Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Parole d'honneur. Aujourd'hui, on va parler du nouveau livre de... Nous allons parler. Nous allons parler. Avant de me faire corriger Comment plusieurs tu fois par perds Youssef. Non, j'avais Donc, un... évidemment, Youssef, j'ai pas besoin de l'introduire. Bonsoir, Youssef. Comment Bonsoir. tu vas bien? Très bien, Hicham, et toi? Très bien. Et enfin, notre invité d'honneur, du coup, Myriam Larribé. Salut, Bonsoir. merci de me recevoir. Comment tu vas? Ça va, Ça va, ça t'as va. passé une bonne journée? La journée, ça va. Ah, super. Alors, Beaucoup de travail, peu d'argent. Un peu d'écho, peut-être. parce que du coup, il faut qu'on te présente un La petit peu. routine. Tu es journaliste indépendante. Oui. Tu collabores aussi avec le média Orient 21 ainsi que Le Monde diplomatique. Oui, maintenant je travaille à temps partiel en ce moment pour l'agence Média Palestine. C'est un petit média engagé sur la Ah oui, on Palestine. connaît bien. Ouais. Oui, On connaît très bien. Donc suivez évidemment ces trois médias qui sont de qualité. Mm. Et notre média, hein, on va pas se priver. Et surtout, tu es l'autrice de plusieurs bouquins, dont un bouquin qui est sorti l'année dernière, donc Sigil la Palestine. Sigil l'humanité. Sigil l'humanité, pardon. Et on t'avait déjà reçu il y a quelques mois avec Youssef et Yazid, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et là, on te reçoit pour ton nouveau livre, donc sur Palestine, le droit à l'existence. Mm. Donc voilà. Alors, avant de commencer, d'une manière générale, donc je rappelle, n'hésitez pas à participer au Tipeee, à nous suivre sur nos réseaux, et puis aussi d'aller au prochain Ciné-Club qui est le 19 avril au Club de l'Étoile. La billetterie est déjà en vente. Donc, ce livre-là, en tout cas pour moi, c'est un peu un livre qui marque un ensemble d'argumentaires et qui vient, comment dire, c'est j'ai envie de dire, si je devrais offrir un livre à quelqu'un en disant tiens, tu veux tous les arguments sur la Palestine, pourquoi ce conflit se passe comme ça, et c'est quoi les positions sionistes, et c'est quoi les positions pro-palestiniennes, je dirais bah ton livre est excellent pour Merci, ça, parce que c'est un petit ça me livre. va droit au cœur. Donc voilà, c'est très bien écrit. Youssef, toi qui connais Myriam depuis longtemps, à ton avis, À mon avis, qu'as-tu pensé de ce ce livre? que je pense de Myriam. Et de Myriam, évidemment. Eh ben, écoutez, ce que je pense de Myriam, jeune et talentueuse, journaliste, Jeune, un peu moins que Très- quand on très s'est connus, engagé. mais- très engagée sur la Palestine, très sincère. Donc voilà, on a tout lieu donc de s'intéresser à ce qu'elle écrit. Et, Voilà. bah, Et on va rentrer un peu oui, plus voilà, dans le. on va peut-être rentrer un peu plus dans le concret, mais donc moi j'ai une première question à te poser, c'est sur la question du choc des récits historiques, parce que toi-même tu as commencé, enfin tu es né en Algérie, tu as grandi une partie de ta vie en Algérie avant d'arriver en France, et dans ton livre tu abordes un peu cette question-là, de ce choc-là entre la colonisation que toi tu as pris comme le grand désastre qu'avait vécu l'Algérie et puis le Sud global, et puis le grand écart avec l'Europe, avec le récit qui était dominant en Europe, qui était plutôt le choc, on va dire, du nazisme. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Oui, tout à fait. Alors, la guerre des récits, c'est vraiment l'objet du livre. C'est-à-dire, j'ai voulu raconter le récit du point de vue du dominé, du colonisé, et d'un point de vue, bien sûr, anticolonial. Qui est... Ça va, tout va bien? Oui, Oui, Oui. il y avait juste Pardon. un peu d'écho. Donc j'ai voulu raconter cette histoire du point de vue du colonisé, du point de vue du dominé, et pour contrer, pour essayer à ma petite échelle, même si voilà, j'ai pas une audience énorme, mais de raconter cette histoire vraiment de manière radicalement opposée à celle qui nous est servie. Effectivement, je raconte dans l'avant-propos d'où je viens, que j'ai grandi dans l'Algérie postcoloniale, que quand je suis née, l'Algérie était décolonisée, mais quand mes parents sont nés, l'Algérie était encore colonisée. Et il était inimaginable qu'elle soit décolonisée. Et il s'est passé ce bond historique. Et je suis née dans l'Algérie libre. Et immédiatement postcoloniale, donc j'ai fait l'école fondamentale algérienne. J'ai été élevée dans cette fierté anticolonialiste, décoloniale, etc. Et j'arrive ici à l'âge de 15 ans et je me confronte au choc de la vision qu'on a ici, la vision dominante de la situation en Palestine. Pour nous, en Algérie, la Palestine, c'est une patrie sœur, c'est un peuple frère qu'il faut décoloniser. On n'est pas libre tant que la Palestine n'est pas libre. J'ai grandi avec les chansons de Marcel Khalife, de Fayrouz. C'était obligatoire à la maison, même à la crèche. On m'avait fait, au jardin d'enfants, on m'avait fait chanter Zahrat al-Mada'in, qui est sur la Jérusalem Oui. de Fayrouz. Il y avait aussi une chanson de Marcel Khalife
Mona Delon. qui était je rappelle, c'est une cousine à moi qui me le disait, qui s'appelle Mona Delon. Mona Delon, je viens de l'apprendre à mon fils. Il parle pas encore arabe. Mais Alors, je le dis aux gens, elle est extraordinaire cette chanson. Hein. C'est sur les militants. Si tu veux, je vous mettrai un vocal. Elle est extraordinaire cette chanson. C'est sur le militant, évidemment, le militant révolutionnaire et tout. Bah, Mona Delon, c'était obligatoire. L'abnégation, etc. du militant Bilar Enouane, sans adresse, sans argent, sans adresse. C'est ça, exactement. Et donc, le choc d'arriver ici, moi, je suis venue ici sans a priori, parce que moi, les quelques Français qu'on connaissait, c'était des amis à mes parents, donc il n'y avait aucun problème politique. Et je suis confrontée, quand j'arrive ici, à la réalité du récit sur la Palestine, qui est donc le récit du point de vue du colon. C'est-à-dire quelque chose qui m'apparaît totalement lunaire pour moi, c'est-à-dire que je comprends rapidement que ce que j'explique, c'est que nous, en Algérie, le traumatisme national, c'est ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale, mais les 132 ans de colonisation. On est élevé à l'école, éduqué à l'école, avec ça comme traumatisme, en fait, et comme souvenir, etc. J'arrive ici et je comprends qu'ici, c'est totalement autre chose. Donc les guerres, et surtout la Deuxième Guerre mondiale, et surtout le nazisme, et surtout ce qui a été fait aux Juifs ici par des Européens. Et il m'arrive une totale dissonance cognitive quand je comprends qu'ils justifient la colonisation de la Palestine parce qu'il a été fait aux Juifs en Europe par des Européens. Et donc là, je suis dans une incompréhension totale dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Ça, je n'ai pas du tout évolué d'un iota là-dessus. C'est-à-dire que je ne comprendrai jamais ce raisonnement obscène qui consiste à faire payer à un peuple qui n'y est pour rien quelque chose qui a été fait ici, en Europe, par des Européens, aux Juifs d'Europe. Et justifié par là la colonisation. Donc c'était ça que j'ai fait cet avant-propos d'ailleurs sur la recommandation d'une personne que vous connaissez, qui est Raphaël Maison, qui a relu le livre, donc prof de droit international, et qui m'a dit écris un avant-propos pour expliquer d'où tu parles parce que c'est important pour introduire peut-être le livre. Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi, mon livre, il consistait à remettre en cause le narratif. Donc tu parlais de la guerre des narratifs. Raphaël Maison qu'on salue d'ailleurs, ouais. Chaleureusement. Pour Raphaël. Excuse-moi, donc relecture attentive du livre, ça a été très utile pour moi, pour que je me sente bien avec le texte et tout à la fin. Et donc l'idée du livre, elle vient juste après. Donc on est encore en plein génocide à Gaza. J'ai écrit le premier livre qui est un récit, un journal du génocide où je raconte. C'est une archive en fait. J'ai voulu archiver ce qui s'était passé en tout cas la première année. Et puis très rapidement, je me rends compte que la critique de ce qu'était en train de faire Israël à Gaza, ça c'était acquis un peu partout en fait, même chez nos adversaires politiques, même c'est-à-dire chez maintenant ce qu'on appelle les sionistes de gauche. C'était acquis, c'est Netanyahou le méchant, tu vois. Et ça m'a profondément irritée parce que c'est pas Netanyahou seulement le problème, loin de là. C'est tout l'État d'Israël qui est le problème. Et donc, on avait désormais le droit de critiquer ce qui était en train de se passer à Gaza. La famine a été un déclencheur. Vous avez remarqué qu'au moment où il y a eu que la famine a été déclarée, là, vous avez eu tous les El Orviller, tous les sionistes qui ont soutenu le génocide à 200%, qui se sont mis à dire non, mais là, c'est trop, etc. Donc, le problème, c'était Netanyahou. Donc, vous aviez le droit de critiquer Netanyahou, mais attention, si tu remettais en cause le droit à l'existence d'Israël. Le droit à l'existence d'Israël, entre guillemets. Donc moi, c'est ça. En fait, je me suis dit, en fait, là, on est au cœur du problème. C'est là qu'il faut aller. C'est là où on te dit que tu n'as pas le droit d'aller qu'il faut aller. Parce que la phrase, elle n'est pas finie. Et je crois il faut que tout le monde, maintenant, ne parle que de ça. De ce fameux droit à l'existence d'Israël qui est basé sur rien et qui est une affirmation qui n'est pas terminée, qui n'est pas complète. C'est le droit à l'existence d'Israël, État colonial suprémaciste juif, sur la terre de Palestine, où il y avait déjà un peuple. Je conteste ce droit. Oui, puisque donc en fait, j'aurais pu juste écrire cette phrase. Et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai dit le livre est fini. C'est une phrase. En fait, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment ce que j'avais à dire. Parce que justement, ce qui est bien avec ton livre, c'est que là, tu poses la question du droit à l'existence de l'État palestinien, enfin de la Palestine en tant que telle. Et moi, ce que j'ai tout de suite vu dans ton écriture, c'est que tu revenais très rapidement et aussi en profondeur sur la question aussi non seulement de la guerre du récit, mais aussi ce qui accompagne donc la guerre des mots, notamment le fait, par exemple, on dit génocide, mais pendant très longtemps en France, et même encore aujourd'hui, ce n'est pas une évidence dans le champ politique du tout. Et même la question de l'entité sioniste a totalement disparu du paysage, on va dire, linguistique français. On parle d'Israël comme si c'était quelque chose d'advenu.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tous les mots sont problématiques entourant la Palestine. À commencer déjà par la création de l'État d'Israël qu'ils appellent le plan de partage de la Palestine. Je conteste par exemple ce terme de partage, qui est un terme beau, qui est un terme noble, qui est un terme qui implique de la générosité, de l'équité et puis surtout le consentement. Ce qui n'a pas eu lieu en Palestine. Il n'y a pas eu le consentement du peuple palestinien, qui est le peuple autochtone de cette terre. On ne lui a pas demandé son avis. Et le récit est complètement tronqué, parce qu'on te dit, au moment du partage de la Palestine, les Israéliens ont accepté, les Palestiniens n'ont pas accepté. Oui. Tu vois comment on te retourne le cerveau, mais ça va pas, non? On parle de... C'est comme si on parlait... un monde orwellien totalement. C'est comme si on parlait d'un gâteau. Oui. Il y a un gâteau, alors, et derrière cela, il y a une pensée profondément raciste. C'est l'idée que les Palestiniens ne puissent pas être attachés à leur pays comme les Français sont attachés à leur pays, comme les Anglais sont attachés à leur pays. C'est-à-dire que vous demandez à n'importe quel Anglais, n'importe quel Français de partager l'Angleterre ou la France avec une population extérieure, parce que rien à voir. On dit qu'il y avait des Juifs en Palestine, mais ces Juifs en Palestine n'ont rien à voir avec la population qui arrive ensuite, qui est une population occidentale, européenne principalement, puis ensuite américaine, mais qui vient surtout des terres slaves, et pour qui les Palestiniens sont de parfaits martiens. Pour qui les Palestiniens sont de parfaits martiens, et pour les Palestiniens, cette population, ce sont des parfaits martiens. Les Palestiniens n'avaient aucune raison. Alors que la Palestine était une terre d'accueil pour tous les réfugiés, les réprimés. Comment on a vu qu'il y a en Palestine des Arméniens, qu'il y a des Circassiens, qu'il y a quantité de population. Arafat en parle dans son... Absolument. Donc voilà. Et juste ce que je veux dire, c'est sur le terme de partage, tu as entièrement raison, parce que le terme officiel, c'est le plan de partage. Mais en fait, généralement, quand on dit partage, il y a une ambiguïté dans le mot. Partager, généralement, c'est en parts égales. En plus. Et partager en parts inégales, voilà, ça passe pas. Mais en fait, c'est une partition, c'est pas un partage. Ce n'est même pas un partage. Ça a été une partition, puisque la plus grosse partie de la Palestine est donnée aux sionistes, alors qu'ils ne possèdent que 6% de la Palestine en 1947. C'est ça, exactement. Ce plan de partage, il ne se fait pas après n'importe quel événement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et surtout les conséquences à l'ONU de ce plan de partage. Le plan de partage de la Palestine, il est décidé par la résolution 180 de l'ONU, qui, à cette époque, l'ONU compte une 50aine de pays. Une majorité d'États coloniaux vote donc ce plan de partage. C'est l'Angleterre qui est tout ça. J'ai un peu honte d'en parler à côté de Youssef qui connaît ça sur le bout des doigts, mais c'est bien de le rappeler aussi. Mais la Palestine est sous mandat britannique. Les milices sionistes ont déjà commencé à migrer pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant qu'il y avait la Shoah ici et même avant. Il y a qu'à voir le film Palestine 36 de Anne-Marie Jassir qui vraiment retrace cette période-là, ce que raconte Youssef quand il dit les Martiens, voir débarquer les Martiens. On voit la première scène du film, c'est ça, c'est une femme et sa fille qui voient ces femmes en short avec ils comprennent pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, ils disent OK, etc. Et puis ils se font tout de suite des milices sionistes terroristes. Là, on peut vraiment la Haganah, l'Irgun, le Lehi qui commencent à commettre des attentats. L'Angleterre qui est aussi donc une puissance coloniale qui réprime férocement, mais qui va elle aussi subir des attaques de la part du mouvement sioniste. Et Lord Balfour qui avait promis la Palestine, donc une terre qui lui appartenait pas au mouvement sioniste, comme avait d'ailleurs résumé un journaliste de l'époque, un journaliste britannique, il dit en Palestine, une nation a donné à une deuxième la terre d'une troisième. C'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, l'ONU vote la résolution du plan de partition, donc, et sans demander l'avis aux Palestiniens. Les Israéliens disent oui, bien sûr, c'est ça le projet. Donc, ils disent OK, on va prendre que ça. Mais en fait, il n'a jamais été question pour les Israéliens, pour le mouvement sioniste en général, de partager quoi que ce soit. C'est un mouvement expansionniste depuis le début. Tous ceux qui l'ont incarné, tous les leaders du mouvement sioniste ont affirmé l'expansion, la colonisation, à commencer par Herzl, à continuer par Jabotinsky, maître à penser de Netanyahou, du père Netanyahou déjà, qui était le secrétaire particulier de Jabotinsky, qui disait aux sionistes de gauche de l'époque, il leur disait, mais en fait, si vous voulez discuter avec les Palestiniens, arrêtez tout de suite votre projet, ça sert à rien. Aucun peuple indigène n'a accepté la colonisation. C'était très concret, en fait. Il était beaucoup plus clair que les sionistes de gauche. Il était clair. Tu lis La muraille de fer, c'est ça? Le mur de fer. Le mur d'acier. Le mur, Ça dépend des traductions, en fait. C'est le mur d'acier. Et il dit comment
si vous voulez discuter avec les Palestiniens, arrêtez-vous, renoncez à ce projet, parce qu'aucun peuple indigène n'a accepté. Vous avez qu'à voir toute l'histoire. Et il dit, même l'Algérie, je crois, il cite tous les peuples colonisés, et il leur dit, arrêtez tout de suite. En fait, si vous voulez que le mouvement sioniste se réalise, il faut faire fi des Palestiniens, et donc imposer, et puis voilà. Ouais. Ce que tu dis est très intéressant, on reviendra après, mais par rapport au sionisme de gauche, c'est que justement le sionisme de gauche dans lequel on a vécu en France, parce que personne n'osait lâcher le discours de Jabotinsky comme ça, évidemment. Ouais. Ça n'aurait pas été acceptable. Bon, partisan de Mussolini, etc., etc. Donc, on nous a servi un sionisme de gauche. Moi, depuis que je suis petit, c'est ce que j'entendais, notamment de la part du Parti communiste français. Un sionisme de gauche, gentil, qui prétendument s'accommodait de tout le monde. Ce qui est absolument faux. Et on nous a, évidemment, à l'époque, jamais parlé d'un Nakba, déjà, pour commencer. Il a fallu très longtemps avant qu'on entende parler d'un Nakba. Et c'est ce sionisme de gauche, soi-disant, qui prétendait que le sionisme, en fait, pouvait profiter aux Arabes. Et la presse de l'époque, à la création d'Israël, prétend que le sionisme aussi peut profiter aux Arabes, d'abord parce que le sionisme va balayer les féodalités arabes, va un petit peu libérer les fellahs arabes, on utilise l'expression fellah, un peu comme à la Révolution française. Voilà, les révolutionnaires ont libéré, on a fait une sorte de, on a collé une image de la Révolution française sur la Palestine, mais c'est ça. Donc, sans s'éterniser, il faudra qu'on revienne là-dessus un de ces jours, sur ce fameux sionisme de gauche. Oui, moi j'en parle dans le livre, notamment avec les kibbutz, tu sais, l'image des kibbutz, ces gens de gauche formidables, mais c'est terrible cette histoire, comme elle est fausse en fait, à tous les niveaux. C'est pas ceux qui ont soutenu les kibbutz et l'utopie des kibbutz, c'est vraiment des gens qui n'avaient aucun égard pour les Palestiniens. Il n'y a aucune utopie du côté palestinien. C'était des forts comme dans l'Ouest américain. Exactement. C'était des forts armés. Et d'ailleurs, dans le film dont tu parlais, on le voit bien dans le film, où les premiers Palestiniens qui s'approchent, on leur tire dessus. Surtout la première chose qu'ils font, c'est construire justement des clôtures, ils s'arment. Ça a été toute une opération qu'on appelait l'opération Tour et Clôture dans les années 30. Effectivement. Et c'était ça. On reproduisait à l'infini avec les miradors. Et on appelait ça tour et clôture. Et en quelques heures, une terre était accaparée. Comme ils font là. Voilà, exactement. Tour, tac, barbelé, et puis voilà. La société israélienne, dans la société israélienne depuis le début, l'armée a une place centrale sacralisée, vraiment. C'est-à-dire, bon, vous savez que le service militaire est obligatoire pour les hommes et les femmes, qu'il dure 2 ans, 3 ans. Pour les uns et les autres, et que par exemple, j'avais un collègue qui vivait à Jérusalem, il s'est trouvé que son enfant est né là-bas. Et donc, il allait dans une crèche israélienne, et à la crèche, c'est bébé, quoi. Les petits-enfants, leur activité, c'est de préparer des petits paniers pour les soldats israéliens. Oui. Ça occupe une place extrêmement importante. L'armée, et il y a en fait, Israël s'est bâti comme une citadelle assiégée. C'est-à-dire, tout le monde nous déteste, les Arabes veulent nous chasser, donc il faut avoir la main dure et tuer avant d'être tué, en fait, c'est ça. Les fameuses attaques préventives. Voilà, et quitte à aller jusqu'à un point de non-retour. Et pour ça, ils ont un mythe qui s'appelle le mythe de Masada, qui est une forteresse. Il reste une forteresse romaine. Oui, une espèce de montagne rocheuse comme ça, sur laquelle donc il y a ce mythe des premiers siècles où les Romains auraient encerclé les Juifs là, à Masada. Et donc, ils ont mis Masada en état de siège. Et les Juifs, au lieu de se rendre, ont préféré se suicider collectivement. Bon, ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ça le mythe. Oui, et ce mythe est très symbolique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que moi, je crois qu'ils sont en train de se suicider, là, actuellement. C'est-à-dire avec ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, les Israéliens, Tzipi Livni vient de le dire, Netanyahou est en train comme elle a dit, de désintégrer l'État d'Israël. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire et qu'on approche de la fin de ce projet parce que c'est indéfendable qu'à part Jean-Noël Barrot, dont on parlera peut-être tout à l'heure, il n'y a pas grand monde qui défend ce que fait Israël en ce moment, que toutes les opinions mondiales sont retournées et qui sont en train d'aller vers un suicide dans leur hubris, en fait, l'hubris, l'arrogance, jusqu'au boutisme, la violence extrême, la cruauté, jusqu'au bout, cette espèce d'engrenage collectif dans lequel ils sont. Ils sont dans c'est vraiment une société qui a sombré dans la violence extrême, bon, beaucoup plus depuis le 7 octobre.
mais c'est pas nouveau en fait. Le 7 octobre, c'est une continuité, c'est juste la tension est là-dessus, mais je veux dire, ça a toujours été le cas. Et ce mythe de Masada, donc sur cet éperon rocheux, les grands officiers israéliens, leur cérémonie pour recevoir leurs insignes se passait là, tu vois. Donc symboliquement, je trouve que c'est très parlant de l'état d'esprit, de la paranoïa de l'État d'Israël sur laquelle il s'est construit, quoi. Et juste pour Masada, oui, bien sûr, l'histoire a été complètement réécrite parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça en vérité. Hein. Et c'est intéressant de voir à quel moment le mythe de Masada est redécouvert. Redécouvert, ouais. Redécouvert, c'est très tardif, c'est dans les années 60, hein, au moment de la guerre des 6 jours. Et d'ailleurs, la réalité dans l'Antiquité ne correspond pas du tout au mythe qu'on a. Voilà, c'était pas du tout des Juifs, c'était des bandes de brigands qui s'opposaient aux Romains. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ne sont pas suicidés, il n'y a pas eu de... Enfin bref. Ouais. Donc on a inventé tout un mythe, ça fait partie des grands mythes sur lesquels est construit. Ouais. Et pour ce que tu dis, effectivement, c'est Weinstock. C'est Weinstock ou Buber, Weinstock avant qu'il redevienne sioniste, et qu'il devienne sioniste malheureusement, qui était un penseur marxiste, un militant d'extrême gauche, qui est toujours vivant d'ailleurs, qui avait dit que... Je crois que c'est lui qui avait dit qu'Israël n'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est tellement ce que tu dis. C'est tellement ça. Et dans la suite de cette question, j'aimerais te poser du coup une autre question, c'est pourquoi les médias occidentaux s'évertuent donc non seulement à civiliser les Israéliens qui sont largement militarisés, mais aussi à essentialiser les Palestiniens comme des terroristes. Ben ça pour pouvoir défendre le récit colonial, il faut diaboliser la résistance. Forcément. Donc, toute forme de résistance des Palestiniens ou des Libanais est présentée comme du terrorisme pour la décrédibiliser. Mais ça, c'est tous les schémas coloniaux, ils sont pareils. Le FLN était qualifié de terroriste. Voilà. Les armes du colonisé sont choisies par le colon. Ça, c'est clair, puisqu'ils n'ont pas les forces militaires, ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas d'armée. Donc, effectivement, ce n'est pas pour justifier la violence ou des crimes de guerre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est ça. Et décrédibiliser toute forme de résistance. Et quand je te dis toute forme de résistance, c'est toute forme de résistance, même pacifiste. Israël a interdit des ONG palestiniennes qui faisaient de l'humanitaire. Voilà. C'est pas seulement la résistance armée. Donc, il s'agit de diaboliser, de déshumaniser, de barbariser, c'est-à-dire de présenter comme un... voilà. Comme quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas civilisé, qui n'est pas regardez comment ils tuent les gens, regardez comment ils se comportent, regardez comme ils sont barbares, regardez comme ils sont fanatiques, regardez, c'est toujours les mêmes procédés pour délégitimer toute forme de résistance, n'accorder aucun crédit à... Et aussi, ça permet de... Ce terme de terroriste, c'est très pratique, on en a déjà parlé, mais c'est un terme très pratique pour décontextualiser. C'est juste des terroristes, tu sais, comme on connaît maintenant Daesh, le GIA en Algérie, etc. C'est décontextualiser, c'est le même, c'est essayer de mettre ça dans le même panier. Ça, d'ailleurs, ça a été étudié par Netanyahou pour islamiser, islamistiser, ou je sais pas comment on dit, mais le visage de la résistance palestinienne, qui au départ est plutôt laïque et marxiste pour le FPLP, tout ça. Donc, voilà. Moi, j'aimerais te poser aussi, du coup, une question dans cette continuité, c'est comment on peut négocier une paix, puisque Israël se dit qu'eux, ils sont prêts à faire la paix avec les Arabes, mais c'est les Arabes qui ne veulent pas, dans un contexte où on a considéré que tous les Arabes étaient des terroristes. Oui, alors, justement, on parlait tout à l'heure du narratif. Le mot paix est piégeux. Il faut se défaire de ce mot, c'est-à-dire il n'y a pas de paix sans justice. Peur, hein. Chaque fois qu'on entendait le mot paix, on avait peur. On se disait. Il n'y a pas de paix en fait sans justice. C'est pas qu'un slogan. C'est-à-dire la paix ne découlera que d'une situation de justice. Et une situation de justice, c'est une situation de décolonisation de la Palestine. Donc, c'est qu'à ce moment-là qu'il y aura une réelle paix. Je ne vois pas d'autre solution. Donc, ce livre, il sert aussi à remettre les pendules à l'heure sur la fausse solution à deux États, qui n'a jamais été un sujet. C'est au cœur du livre. Ça. Le livre commence par quelqu'un que... J'étais dans une librairie à Sète, et il y a un certain Marc, qui s'estimait, lui, anticolonialiste occitan, qui me dit... Pour abonder dans le sens de ce que j'étais en train de dire, il me dit, pour moi, reconnaître deux États, c'est reconnaître la colonisation. J'ai trouvé cette phrase très pertinente, très simple, et elle remet la tête à l'endroit, tu vois.
Et je me suis dit, mais c'est ça, le livre s'ouvre par cette citation. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on entend reconnaître 2 États, on pense immédiatement à la Palestine, qui n'est pas reconnue, Israël étant présenté comme un fait accompli. Mais lui, il a la bonne gamberge, tu vois. Il se dit, non, reconnaître 2 États, c'est reconnaître Israël. Donc, le fait reconnaître colonial. le fait colonial. Il a tellement raison, c'est tellement ça. Il faut vraiment remettre les têtes à l'endroit. Et ça, c'est vraiment un travail, pour moi, essentiel, fondamental en ce moment. Nous, c'est notre rôle ici d'exercer une pression internationale pour libérer la Palestine, comme ça a été fait pour l'Afrique du Sud ou pour l'Algérie. L'Algérie, bien sûr que les Algériens se sont battus sur le terrain, etc. Mais s'il n'y avait pas eu une pression internationale, un contexte qui permettait ça, on ne serait pas indépendant, tu vois. Donc, en fait, on a une responsabilité énorme ici d'avancer dans la discussion et de ne pas se laisser intimider. Et tu vois, cette injonction qui consiste à nous dire « Ah, tu veux remettre en cause l'existence d'Israël, tu veux jeter tous les Juifs à la mer », tu vois. Mais moi, je ne me laisse pas intimider par ça, parce que c'est la déclaration de départ, l'affirmation de départ qui est trompeuse, comme très souvent l'inversion de la vérité, en fait, dans le discours sioniste. Tu veux remettre en cause le droit à l'existence d'Israël. Déjà, il est où le droit à l'existence de la Palestine et des Palestiniens? À l'existence, juste. C'est la création d'Israël qui nie le droit à l'existence de la Palestine. Le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Bien sûr. Alors là, encore plus maintenant, évidemment, sous Netanyahou, il a dit jamais il n'y aura d'État palestinien. Bon, moi, c'est bien, c'est clair. Moi, mais déjà, au départ, après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce droit, c'est ce piétinement du droit et des puis Palestiniens. Même, moi, je rappelle aussi dans le livre qu'il n'y a pas un seul dirigeant israélien qui a envisagé sérieusement la création d'un État palestinien. Il n'y en a pas un seul. Même pas Rabin. Parce que tu sais, on te présente Rabin. C'est ça. Rabin comme l'homme de paix, prix Nobel de la paix, nanani. Mais Rabin, il a dit clairement, je ne veux pas d'un État palestinien entre nous et entre la mer et le Jourdain. Il l'a dit juste avant de se faire élire. Il le dit dans un débat télévisé. Il le dit clairement. Et comme me disait mon compagnon, le fait qu'il se soit fait assassiner, Rabin montre que par des extrémistes juifs, qui maintenant, soutenus par Itamar Ben-Gvir d'aujourd'hui et ses actions au pouvoir, quoi. Montre qu'il y a 50 nuances de sionisme, en fait, mais toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Ils sont tous d'accord à la fin. À la fin, il n'y a pas un dirigeant israélien qui a sérieusement envisagé la création d'un État palestinien, la coexistence réelle. J'ai mis dans le livre aussi le discours d'Arafat à l'ONU, qui est ultra humaniste, tu vois. Il n'y a pas un dirigeant israélien qui a fait un discours qui ressemble un tout petit peu 10% de ça envers les Palestiniens. Bien au contraire, tu vois. C'est-à-dire tout Israël s'est construit contre l'identité palestinienne. Juste préciser que Rabin n'a jamais reconnu l'État de Palestine. Il a reconnu l'OLP comme représentant. Non, parce que c'est important de le dire. C'est une grande confusion que les gens font. Rabin n'a jamais reconnu l'État de Palestine, alors que les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël. En contrepartie, Rabin a juste reconnu l'OLP comme étant représentant du peuple palestinien. C'est ça, c'est l'autorité palestinienne corrompue ce qu'il nous a donné, à son service qu'ils voulaient, quoi. Ils l'ont obtenu. Hein. C'est ça, ils ont obtenu des bantoustans, au milieu desquels il y a des milliers de colons. Et pendant qu'ils étaient en train de négocier les accords d'Oslo, le nombre de colonies a triplé. C'est ça. Oui, c'est-à-dire le niveau d'arnaque de ces accords et des compromis même qu'ont fait les Palestiniens, malheureusement, c'est terrible. Il y avait aussi cette question que je voulais te poser, qui était d'une manière générale, c'est aussi la manière de poser le débat sur un État ou 2 États. Ça pose pas la question du droit à la souveraineté et l'autodétermination des Palestiniens. Oui, c'est ça. Parce que tu parles de 2 scénarios possibles pour les Palestiniens, peut-être voire un 3e, qui est le scénario à l'algérienne et le scénario à la sud-africaine. Oui, les issues, quoi. Moi, je préconise rien du tout. Moi, je veux que les Palestiniens aient le droit à l'autodétermination sur leur terre, de partout, en fait, sur toute la terre. Ils n'ont aucune raison de céder 1 km² de cette terre. Au nom de quoi, si ce n'est au nom du fait colonial? C'est tout. Je veux dire, pourquoi ils devraient lâcher 1 seul km² de leur terre? Il n'y a pas de raison, en fait. Donc l'issue, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Pour moi, l'issue algérienne, elle est très bien, puisqu'il y a eu décolonisation totale, puisque il y avait une métropole. C'est la différence aussi, là, c'est qu'il n'y a pas une métropole, c'est qu'il y en a plein, et qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui n'ont pas de double nationalité, donc c'est une situation plus compliquée, qui ressemble un peu plus peut-être à la situation sud-africaine, où là, personne n'est parti, mais ils ont trouvé le moyen de faire chuter le régime d'apartheid, de faire un travail sur l'histoire. Il y en a un petit peu.
Il y en a un petit peu qui sont partis. Vers Israël même. Vers Israël, Ah, les États-Unis. voilà. Certains- Et États-Unis. Oui, ceux qui pouvaient vraiment pas supporter de vivre avec des Noirs Et maintenant, à vers égalité. l'espace aussi, avec le Moi, je pense que c'est ce qui va se passer de lui-même. C'est-à-dire soit la société israélienne se déradicalise et accepte de vivre à égalité avec les Palestiniens. Je pense pas que ça sera, en tout cas dans l'état actuel des choses, je pense pas que ça sera une majorité. Donc, si ça devait avoir lieu demain, je pense que beaucoup d'Israéliens voudront partir parce qu'ils sont profondément racistes et suprémacistes. Ils ont vécu aux dépens de la population autochtone, aux dépens de la population palestinienne. Oui, il faut savoir que c'est pas ontologique, c'est pas par nature, hein, mais il y a une éducation, bien sûr. et surtout le fait colonial rend raciste. C'est ça, le fait Il y a colonial, bien sûr. A priori, personne, il n'y a aucune raison que des gens Bien soient sûr. racistes. Raciste, on le devient. Mais ce que les gens oublient toujours, c'est que des structures racistes transforment les gens. Prenez l'Algérie, justement, même on évoque souvent Camus, etc. Hein, mais c'est pas parce que Camus porte aussi en lui les structures racistes. Donc Camus, il a beau faire de grands efforts pour être un humaniste, etc. Mais lorsqu'il va écrire des livres comme L'étranger ou autre, forcément ça ressort. Je veux dire, donc c'est pas parce que Camus serait méchant par nature. C'est au mieux, c'est l'indifférence. Camus dans l'étranger, c'est l'indifférence. L'Algérien n'existe pas. Il n'y a pas d'Algérien. L'Algérie est belle, mais il n'y a pas d'Algérien. C'est ça, c'est l'indifférence. Ça, c'est au mieux. Ouais. Alors ça, je ne suis pas spécialiste. Je dis juste que ce qui a construit le peuple israélien, c'est le fait colonial. C'est-à-dire, c'est les Juifs venant des quatre coins du monde n'avaient rien à voir les uns avec les autres en termes culturels. Il y avait le point commun, c'était la religion juive, d'accord, mais sinon, un Juif d'Algérie ou un Juif de Hongrie n'avait rien à voir culturellement. D'ailleurs, il y a du racisme. Il y a du racisme selon tes origines là-bas en Israël. C'est-à-dire les Juifs allemands sont considérés comme le top du top, et puis les Africains, ne parlons même pas des Éthiopiens, etc. C'est au bas de l'échelle sociale. Et je dis qu'un Juif algérien a plus de points communs avec moi qu'avec Netanyahou. C'est-à-dire, on va parler le même arabe dialectal, on va manger les mêmes plats, tchouka, etc. Et qu'avec Netanyahou, tu vois. Et donc, c'est un peuple qui a été construit de manière totalement artificielle dans ce projet colonial. Voilà. Alors, on pourrait te répondre que tous les peuples sont artificiels. Je vais faire mon honneur de service. Mais, tu le dis, l'élément principal, c'est dans un creuset colonial. Souvent, un argument qui est donné par des critiques d'extrême gauche, ou voire plutôt anarchistes, libertaires, c'est-à-dire mais tous les peuples sont composites, il n'y a pas d'autochtonie en tant que telle. Alors, moi, je veux bien qu'on parte de cela, mais il y a quand même des gens qui habitent dans un pays à un moment, d'où ils sont chassés ou qui sont mis en minorité dans une hiérarchie raciale. C'est pas du point de vue du FN qui prétend que le peuple de France, le vrai peuple de France, s'est mis en minorité par l'immigration. Là, il s'agit dans une hiérarchie raciale, et surtout, il s'agit d'une invasion coloniale. C'est un creuset colonial, où on prend la terre, où on expulse des gens, etc. Et ne pas voir cela, ce serait vraiment malhonnête. Donc, ce n'est pas uniquement le fait que ce soit effectivement... Oui, bien sûr. Mais oui, mais c'est une construction artificielle dans le cadre d'un projet, tu vois, poussif, entièrement fabriqué dans un dessin colonial. C'est ça. Dans un objectif colonial. Le projet colonial ensauvage tout le monde, notamment les Juifs, les colons. Mais aussi, ça nous ensauvage nous-mêmes, notamment en France, et on a l'impression de plus en plus que l'étau législatif, pour parler de la Palestine, se resserre sur les militants. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Notamment, là, il y a la loi Yadon qui est en train d'être votée. Ouais. Il y a eu aussi quelques procès contre des militants pro-palestiniens, ou même la garde à vue de Rima Hassan. Ouais. Oui, ça paraît... pour moi, c'est un signe de fébrilité du système, tout ça. C'est inquiétant comme ça, bien sûr, quand ça te tombe dessus, mais c'est un signe de grande fébrilité. Là, on est vraiment dans... Ils sont capables de sacrifier la démocratie pour Israël. Ça en dit long, tu vois, les gens le voient. Donc ça m'inquiète et ça m'inquiète pas, parce que je me dis, c'est une étape avant la fin de ce projet. Moi, je reste bizarrement très optimiste malgré la situation catastrophique que nous vivons, mais je me dis, ça peut pas être pire. Après, on s'est souvent dit ça et c'est toujours pire, mais je vois pas comment ça peut être pire. Leur projet est indéfendable, ils veulent limiter la liberté d'expression des Français sur Israël. Là, on a même des gens de droite on en parlait tout à l'heure, même Eugénie Bastier qui dit non, la loi Yadon, là, c'est un peu too much. Là, vous voulez pas arrêter, s'il vous plaît, parce que là, ça commence à être gênant. Elle qui a défendu le génocide pendant 2 ans à 100%. Hein. Donc, bon, quand même, on est à 650 000 signatures contre la loi Yadon. D'ailleurs, il faut continuer à signer. Ça
ce serait bien que ça monte, puisque c'est une loi. Moi, mon livre, déjà, ce sera un des premiers, je pense, à être ciblé, puisque dès la couverture, il n'y a pas Israël, en fait, tu vois. Donc, comme tu n'auras plus le droit de nier un État, voilà. Donc, et puis chaque page, chaque virgule, et j'ai pas de problème avec ça. Mais on voulait pas que Myriam Ah oui, mais nous lise 2-3... Un extrait ? Évidemment, tu vas nous lire un extrait. Mais avant de faire ça, j'ai juste une dernière question aussi, d'une manière générale, sur le contexte français. C'est que reste-t-il de déontologie aux journalistes pour avoir couvert à ce point-là un génocide quand on est à ce point-là ethnocentré et qu'on n'essaie pas de partager le regard de l'autre? Je crois que c'est profond. C'est vraiment profond. Bon, le naufrage médiatique auquel on a assisté pendant le génocide, c'est dans mon premier livre, ça, dans Sigil de l'humanité, j'essaie de vraiment développer là-dessus. Tous les plateaux télé, radio auxquels on a assisté, la droitisation même du service public, de France Info, droitisation, sionisation, c'est-à-dire vraiment avec l'ambassadeur d'Israël qui a son rond de serviette sur France Inter, sur Radio France, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le Liban ou l'Iran se font bombarder, c'est l'ambassadeur d'Israël qu'on invite, jamais l'ambassadeur d'Iran, jamais l'ambassadrice de Palestine, qui a pourtant été reconnue et tout. Ou alors le porte-parole de l'armée israélienne. Voilà, le porte-parole de l'armée israélienne. De façon omniprésente. Voilà, ça devient quasiment on lui donne chroniqueur colonel, sur BFM TV, il leur dit bravo, faites du très bon travail. C'est vraiment, si c'était pas une situation aussi dramatique, c'est d'un pathétique terrible en fait. Ça fait pitié de voir ça, hein. Ça fait vraiment pitié. Et le parti pris est dû à, je pense, plusieurs facteurs. Soit, bon, chez certains journalistes de l'ignorance du sujet. Bon, ça c'est de leur faute s'ils sont ignorants d'un sujet qu'ils traitent. Je pardonne à personne, moi, hein, que les choses soient claires. La deuxième chose, c'est du militantisme sioniste, pro-israélien, clairement. Et pourquoi la France médiatique, enfin l'élite médiatique se met du côté d'Israël? Je pense que c'est dû à l'histoire de la France. Donc, ce qu'on disait au tout début de l'émission. C'est-à-dire que ici, le postulat de départ, c'est l'État d'Israël est un État gentil qu'il faut défendre. C'est des gens comme nous. Voilà, c'est l'État pour les Juifs auquel on a fait tellement de mal. Donc, il faut les défendre et ils sont forcément des victimes. Et c'est présenté comme ça. Et ça vient de la culpabilité vis-à-vis de la Shoah qui est savamment instrumentalisée par les gens au pouvoir et parmi les élites et aussi à cause du lobby pro-israélien ici. Et donc il y a ça et il y a aussi la crainte, je pense, la peur de... Tout le monde est parfaitement conscient du risque que tu prends si tu dis autre chose. Du risque pour ta vie privée, pour ta vie professionnelle. C'est-à-dire que, bon, si tu commences à avoir des partis pris éditoriaux du point de vue du colonisé, tu sais que tu prends un risque. Tu ne vas pas rester très longtemps, tu ne vas pas faire très long feu. Donc, c'est une décision à prendre dans sa vie, en fait. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est soit de la désinformation aussi. Et puis, c'est aussi l'impensé colonial. La question de l'Algérie, elle n'a pas été totalement résolue ici, hein, je crois. Bon, ça, on le dit depuis longtemps, c'est-à-dire l'impensé colonial. On n'a pas encore compris... Et pour moi, ça a été un facteur de surprise, moi qui viens d'Algérie. Je pensais que c'était vraiment... Moi, on m'avait dit, le temps des colonies, c'est fini. Je croyais vraiment ça, naïvement. Non, et en fait, pas du tout. C'est pas du tout réglé, cette histoire d'Algérie. Quand on voit le traîner debout de Capri Apathy, pour ce qu'il a dit sur Oradour, qui a eu des centaines d'Oradours en Algérie. Oui, enfin, pour moi, c'est genre la base, tu vois. Et ici, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, tu vois? La France reste une puissance coloniale avec encore des colonies, notamment la Guyane, la Kanaki. Oui, après, c'est pas de la même échelle, mais oui, c'est clair. J'aimerais juste lire une dernière phrase, en tout cas de ton bouquin, avant de te passer à la lecture. Merci. Ouais. Que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle soulève une question qui est assez bien. Ce n'est certainement pas aux Palestiniens, ni à ceux qui s'engagent dans la défense de leur droit à l'existence, qu'il faut demander de gérer les angoisses de ceux qui les oppriment. Moi, quand j'ai lu cette phrase qui vient conclure le bouquin, en tout cas, je me suis dit, s'ils angoissent, ça veut dire qu'ils sentent qu'ils perdent. Oui, c'est ça. Et puis on nous demande, je ne sais plus quelle Palestinienne avait dit ça, c'est-à-dire Leila Shahid. Non, c'est pas Leila Shahid, c'est une autre, je me demande si c'est pas Hanan Ashraoui.
qui avait dit cette phrase. C'est le seul peuple, les Palestiniens sont le seul peuple à qui on demande d'assurer la protection de ses oppresseurs. Voilà. Oui, tu as raison, c'est peut-être. Oui, c'est Hana Ashra, oui. Et ça résume ça. C'est-à-dire qu'on demande aux Palestiniens d'assurer la sécurité de leurs oppresseurs. De rassurer. Et de choisir ses mots. Et de rassurer, voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est à la victime de attention au choix des mots, alors qu'en face, le bourreau, il pilonne, tu vois, au niveau des mots. Ce qu'on a eu sur les plateaux télé ici, c'est quand même terrible. Et il pilonne au niveau des bombes, de vraies bombes d'ailleurs aussi. Des bombes et de la propagande qui va avec. C'est terrible. On a eu quand même des gens sur les plateaux télé français qui ont dit il n'y a pas d'innocents à Gaza, etc. Tu vois, des termes génocidaires assumés, tu vois. Un enfant palestinien qui meurt n'aura pas le sentiment que l'humanité trahit tout ce qu'il était en droit. Tout ce qu'il était en droit d'attendre, etc. On a eu des horreurs absolues et personne n'est poursuivi pour ça. Alors j'ai choisi un extrait que je vais vous lire. Donc, le sous-chapitre s'appelle « Le jour où il y aura un État palestinien, Israël n'existera plus ». Au regard de la réalité de ce qu'est Israël et de sa construction méthodique sur la négation ininterrompue du droit à l'autodétermination des Palestiniens, absolument rien n'indique que la perspective d'un État palestinien aux côtés d'Israël est autre chose qu'un vœu pieux pour observateurs paresseux. Une issue, donc là, ouvrez les guillemets, je cite Monique Chemillé-Gendreau, que vous avez reçu ici, dans son livre « Rendre impossible un État palestinien », paru aux éditions textuelles 2025. Une issue de ce conflit par laquelle Israël accepterait de reconnaître un État de Palestine vivant à ses côtés n'interviendra pas, parce qu'Israël s'y est opposé et n'a jamais été sincère dans les moments où, contraint par des tiers, il a faim de l'envisager. Voilà. Donc, je rappelle là, aucun dirigeant israélien n'a envisagé la création d'un État palestinien. Je raconte ce qu'on disait tout à l'heure sur Rabin. Et puis ensuite, dans cette mesure... Donc là, je saute 2-3 pages. Dans cette mesure, tant qu'Israël, tel qu'on le connaît depuis près de 8 décennies, continuera à exister, aucune solution ne sera possible. Si Israël acceptait un État palestinien à ses côtés en paix, alors il ne s'agirait plus d'Israël. C'est aussi simple que ça. Quels que furent ses dirigeants, Israël a organisé son existence même contre celle du peuple palestinien, dans sa négation, son expulsion, son écrasement et son remplacement. Le jour où l'État colonial sioniste d'Israël acceptera l'existence du peuple palestinien n'arrivera pas. Le jour où le peuple palestinien jouira d'une réelle autodétermination sur sa terre, cela voudra dire que l'État d'Israël tel qu'on le connaît aura cessé d'exister, que la majorité de la société juive qui le compose aura radicalement changé de mentalité ou sera partie. Et je voudrais continuer un petit peu la lecture. Ils sont minoritaires, extrêmement minoritaires, mais il existe aujourd'hui quelques juifs nés israéliens, farouchement antisionistes, donc anticolonialistes, qui disent vouloir vivre en Palestine et que la justice n'arrivera que ce jour-là. Je suis une juive palestinienne, ou du moins je le serai, écrivait Dorit Naaman en 2014. Cette documentariste et théoricienne du cinéma invitait ses concitoyens à réimaginer leur identité. Certes, je ne suis pas encore juive palestinienne, mais dans 10 à 15 ans, et certainement de mon vivant, ce lieu s'appellera Palestine, et j'en serai citoyenne d'origine juive israélienne. En affirmant être juive palestinienne, je ne suis ni désinvolte ni provocatrice comme mes détracteurs s'empresseraient de le prétendre. J'analyse plutôt la réalité actuelle et je décris l'avenir, utopique ou apocalyptique, selon le point de vue du spectateur. Elle est incroyable cette... Elle est extraordinaire. Ouais. Elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, je me permets, il y a eu un précédent à cela. Ouais. C'était dans les années 70, une organisation révolutionnaire née en Israël parmi des juifs d'Irak. C'était des communistes. C'était une organisation qui s'appelait Front Rouge. Et Front Rouge était lié au FDLP palestinien. Au FD, pas au FP, mais enfin le FD est une scission du FP. Et ses principaux responsables furent arrêtés. Le principal de ces militants s'appelait Yehuda Div, juif d'Irak. Mm-hmm. Et ils ont été arrêtés pour avoir même favorisé des actions armées palestiniennes en Israël, bien que juifs. Mm. Et leur procès, le procès de Front Rouge, est un procès qui était exemplaire. Lors du procès, eux se sont définis comme palestiniens juifs. Mm-hmm. Comme palestiniens arabes, enfin comme arabes juifs venus donc d'Irak, et qui aspiraient à constituer une Palestine arabe. Mm. Et c'est en tant que tel qu'ils ont parlé. Oui, c'est ça l'avenir. C'est extraordinaire. C'est ça la justice. Quand on leur a dit, évidemment, la justice, c'est ça. Ceux qui veulent rester seront les bienvenus dans une Palestine à égalité. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de sorcier à ce que je raconte. Ça me paraît tellement banal.
Oui. Bah, Peut-être en tant qu'Algérienne, parce que ça me paraît banal en fait ce que je dis. Ouais, Je pense que notre discours, il n'est pas du tout minoritaire dans le monde. Je pense qu'on est bien sûr. majoritaire. Moi, ce que je raconte là, ça n'a rien de sorcier en Algérie. Tu vois, tout le monde, la majorité des gens pensent comme ça. C'est-à-dire que c'est l'égalité des droits entre les êtres humains qui habitent une terre. Mais surtout, on voit pas comment le projet sioniste, oui. on oublie toujours une chose, c'est l'armée. Ouais. Une armée surpuissante, agressive, tout d'un coup se convertirait aux vertus du pacifisme, etc., avec les armes nucléaires et autres, puisque c'est un État qui est constitué. C'est l'idéologie sioniste qu'il faut C'est l'idéologie sioniste en tant que telle. Qu'il faut, voilà. Donc c'est pas un problème de coexistence. Il ne peut pas y avoir de coexistence. Ouais. C'est comme si on disait il peut y avoir une coexistence à côté d'un État raciste, surpuissant, surmilitaire, qui d'ailleurs ne menace pas que les Palestiniens. Non, c'est ça. On le voit aujourd'hui jusqu'à l'Iran. On voit bien qu'il menace tous les peuples de la région. Tous les peuples. C'est la région, je veux dire là vraiment, c'est... Et y compris les Juifs d'Iran d'ailleurs. En gros, il y a Caitlin Johnston, qui est une journaliste australienne, qui a écrit un article aujourd'hui que j'ai pas encore lu, mais le titre est parlant. Elle dit « Le monde doit choisir entre la paix et Israël. On ne peut pas avoir les deux ». Et je crois que c'est vraiment un très bon résumé. C'est culotté de dire cette phrase. Bien sûr. Mais il faut qu'on ait ce culot. On le doit au peuple palestinien. Distinguer la population de cette région qui ont été massacrés. Tous les peuples autour, ils sont entravés, ils sont massacrés, ils sont clochardisés. Toute cette situation, ce Moyen-Orient qui était un centre imaginer de vivre comme cela. Qui était un centre de rayonnement culturel. C'est devenu l'ombre de lui-même. La mer des civilisations qui est détruite. Et l'impérialisme, le sionisme israélo-états-unien, y est pour tout en fait. Bien sûr. Toute la situation catastrophique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème interne, bien sûr que les dictateurs, etc., il y aura toujours des problèmes, mais ce n'est pas le seul problème. Mais je veux dire, ils sont souvent favorisés, les dictateurs, par la situation parties occidentales. On l'a vu dans la guerre Iran-Irak, on l'a vu dans... Voilà. Et donc, c'est ce qu'on rappelait lors de la dernière émission, c'est dans le Sud, c'est impossible d'avoir une démocratie, surtout en état de guerre. Sans souveraineté nationale et bien sûr, et sous l'impérialisme. Et autre chose, c'est les ruines. Israël crée des ruines. C'est un faiseur de ruines partout. Et en plus, pour la première fois, il en est fier, Netanyahou. Et Trump également, l'impérialisme et le sionisme sont fiers de créer des ruines. Israël a créé des ruines en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, en Syrie également. Israël et Trump créent des ruines partout et ils en sont fiers. En Irak, voilà, c'est la civilisation. Non seulement ils en sont fiers, mais ils disent tout le temps c'est la faute des Arabes. Oui, c'est ça. Ça me fait penser à un extrait peut-être qu'on va... Mais ils sont allés vivre au milieu des Arabes et ils veulent pas des Arabes en fait. C'est terrible. C'est ce que disait Marek Edelman, oui. Leader du ghetto de Varsovie, qui a dit pour moi il n'y a ni terre promise ni peuple élu. Quand on a voulu vivre en milieu des Arabes, on s'intègre et on laisse faire le métissage. Un des responsables du Bund. Ouais. C'est atroce. C'est-à-dire, je comprends pas comment les gens comprennent pas. Vraiment, je comprends pas comment les Français qui ont été élevés dans cette propagande ne comprennent pas le problème. Imagine que ça t'arrive, en fait. Juste imagine que ça se passe ici. Ça s'est produit. Ça s'appelle l'occupation allemande. Voilà. Et oui. C'est cette idée que les Palestiniens ne puissent pas aimer leur pays, exactement comme les Français ont pu aimer leur pays et faire de la résistance. Et même n'aiment pas leurs enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez vu une réaction horrible de Jean-Noël Barrot, donc ministre des Affaires étrangères, pardon. Il va condamner la loi votée à la Knesset sur la peine de mort pour les Palestiniens. Et il dit, juste avant cette phrase, il dit la France reconnaît en Israël non seulement un peuple ami, mais des valeurs humanistes et universalistes. Et là, regarde. La France reconnaît en Israël non seulement un peuple ami, mais aussi une éthique humaniste, universaliste, qui a été forgée par des siècles d'exil et de persécution et qui rejette l'arbitraire de la peine de mort. Il suffit de se souvenir des propos de Golda Meir. Nous pouvons pardonner à nos ennemis d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous forcer à tuer leurs enfants. La France reconnaît en Israël non seulement... La citation, il l'a déformée opportunément parce qu'elle ne dit pas « nous pouvons pardonner à nos ennemis », mais elle dit « nous pouvons pardonner aux Arabes ». Et il a changé le mot. On n'a pas le droit de changer le mot d'une citation. Bien sûr. Oui, parce qu'arabe, ça fait un peu trop raciste, quoi. Comme je disais, il y a un mec sur Twitter, il a mis un commentaire très bon, il a dit mais je comprends pas la polémique autour de cette citation de Jean-Noël Barrot, il a cherché une citation humaniste d'un dirigeant israélien, c'est la meilleure qu'il a trouvée. Parce que c'est fort, pour en trouver une, il est balèze. Alors on peut dire un mot sur cette citation de Golda Meir. Golda Meir était une raciste invétérée. Malheureusement, beaucoup de féministes l'ont prise comme égérie.
ne serait-ce que Simone de Beauvoir, qui trouvait que Golda Meir était un exemple. Et c'est absolument infâme. Golda Meir était une raciste, élevée dans le creuset du colonialisme, donc c'est pour ça qu'elle est raciste, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas ontologique. Et Golda Meir est à l'origine de toute une série de petits mots qui en disent long sur la profondeur du racisme dans le sionisme. Et elle disait, entre autres, concernant les enfants, parce qu'il est question des enfants, elle a dit aussi d'autres choses sur les enfants, et sur les enfants arabes. Alors, tu l'avais dit, on en discutait tout à l'heure, elle avait dit également qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Il n'existe pas, ni l'existence du peuple palestinien. Elle disait... c'est une invention de la propagande arabe. Ça n'existe pas. Oui. Et elle disait, pourquoi on nous dit de rendre des territoires occupés, mais il n'y a personne à qui les rendre. C'est ça, il n'y a personne à qui les rendre, puisqu'il n'y a pas de peuple. Et à d'autres moments, elle se contredisait, parce qu'elle disait, la Palestinienne, c'est moi, j'avais un passeport. Et elle exhibe le passeport du mandat britannique à l'époque. Ah, donc, c'est moi les Palestiniens. Donc, ça, c'est toujours le... Bon, elle est née à Kiev, hein, ça reste bien sûr. Colon. Hein. Et pourquoi il y a le mot colon au féminin? Ça, j'ai jamais compris. Une colonne. Alors, en tout cas, comment elle disait, elle était à l'origine de tas de petits mots. Alors, elle était porte-parole de l'agence juive. Au moment de la guerre de 47, elle a été porte-parole de l'agence juive. Et c'est elle aussi qui a mené des négociations pour organiser la trahison du roi Abdallah lors des combats de 47-48. Hein. C'est elle qui était l'émissaire. Alors, si M. Barrot veut vraiment qu'on s'arrête sur le cas de Golda Meir, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et Golda Meir, dans sa négation absolue, totale, quasi fascinante, du peuple palestinien, parce que c'est fascinant de dire, il y a des gens, Golda Meir sait tuer les Palestiniens, mais elle dit, ils n'existent pas. Donc, tu quoi, des fantômes? Et elle disait une chose qui est absolument incroyable. Elle a dit, chaque matin, quand je me réveille et que je songe à tous les bébés palestiniens qui sont nés pendant la nuit, cela me donne des cauchemars. Et donc, c'était vraiment une invitation à la natalité juive en Palestine, etc., de façon à submerger le peuple palestinien, parce que c'est aussi ça. Les colons ont toujours l'angoisse de la natalité, des indigènes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les colonialismes. Il faut quand même qu'on commente cette citation. Comment a-t-il osé sortir une citation pareille, le ministre des Affaires étrangères français? C'est-à-dire, c'est quand même extrêmement grave. Alors, donc, en reprenant la citation, nous pouvons pardonner aux Arabes de tuer nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous obliger à tuer les leurs. Donc, j'ai jamais vu une phrase aussi perverse, aussi obscène, aussi raciste que cette phrase. Je crois que c'est une des pires phrases que j'ai entendues de ma vie. Ça veut dire non seulement que les Arabes forcent les Israéliens à tuer leurs enfants, donc les Arabes n'aiment pas leurs enfants. Tout à fait. C'est ça rejoint les habituels. Rappelez-vous, sous Gaza, les boucliers humains, les Palestiniens sont tellement, les Palestiniens sont tellement odieux qu'ils se servent de leurs enfants comme boucliers. Tiens, on va rajouter une autre citation de Golda Meir, c'est les Palestiniens s'en sortiront le jour où ils aimeront leurs enfants plus qu'ils nous détestent. Exactement. Tout à fait. C'est vraiment, faut être tordu. Faut être vraiment des gens tordus dans sa tête pour sortir des phrases comme ça. Et cette phrase donc, que cite Jean-Noël Barrot, elle a aussi un autre sens. Elle veut dire autre chose, qui est toujours dans le raisonnement sioniste, dans l'inversion victimaire sioniste, c'est de toujours se présenter comme une victime. C'est ça. C'est pas de notre faute. C'est eux, les Arabes, ils nous obligent à tuer leurs enfants. Et donc nous, comme on est supérieurs moralement, ils disent ça. C'est ça, c'est la supériorité morale en permanence. Je cite très souvent Haaretz positivement, mais Haaretz, ça reste quand même un journal sioniste de gauche. Oui. Parce que récemment, j'ai lu justement Israël est en train de trahir ses idéaux. Ses idéaux, et tu sais, est en train de sortir de la supériorité morale qu'elle avait sur ses ennemis. Exactement. Ils croient vraiment ça? Exactement. Mais c'est fou, ces gens. Bah oui. Et tu vois, là, ces gens supérieurs. On a une hiérarchie raciale. C'est-à-dire que nous, on ne vous pardonnera jamais que vous nous forciez à tuer des enfants, vos enfants, en fait. Tu te rends compte du niveau de perversité? Et c'est d'une part déresponsabiliser le criminel. Être victime, toujours se présenter comme c'est une maladie. C'est franchement pour moi, déresponsabiliser. C'est une névrose, c'est vraiment... Mais en fait, non, c'est une stratégie de communication, c'est la Hasbara, c'est toujours comme ça. Le but de la Hasbara, c'est de toujours présenter l'Israélien, l'agresseur, comme l'agressé, comme la victime, même quand il tue des enfants. C'est terrible. Et qu'elle soit ressortie par le ministre des Affaires étrangères français au moment où il condamne la loi sur la peine de mort des Palestiniens, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, quoi.
Ouais. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Ce C'est serait fou. contraire à C'est-à-dire- l'humanisme israélien. C'est-à-dire, référez-vous à cette phrase qui est la plus raciste. Mais en fait, tu es en train de leur donner de l'eau à leur moulin pour qu'ils tuent des Palestiniens. Puisque c'est eux qui les... Enfin, Il vient légitimer justement. on est vraiment dans un monde très Non, mais parce que étrange justement- qui va s'effondrer bientôt, Inch'Allah. Là, justement, avec cette citation, presque, il vient légitimer la pendaison des Palestiniens. Puisque la plupart oui. des prisonniers palestiniens, Bah ça oui. reste des jeunes, c'est des ouais, enfants. ouais, c'est ça. Donc, et par ailleurs, moi, ça me fait penser à une chose, c'est ce que tu disais, l'angoisse et le fait de se penser tout le temps aux victimes. Les Palestiniens mènent non seulement une lutte de libération pour eux-mêmes, évidemment, en priorité pour eux-mêmes, mais à terme, ils libéreront aussi les colons du colonialisme. Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est bien sûr. De toute façon, la fin de l'État colonial d'Israël sera une très bonne nouvelle pour tout le monde, y compris pour les Israéliens. Parce qu'ils se sortent de toute valeur morale commune, en fait, dans cette histoire. Regarde comment... Voilà, là je crois qu'ils ont perdu le soutien de la majorité de l'humanité. Là, on est passé à plus de 60% des Américains qui ont une opinion défavorable d'Israël. Tu sais que c'est quand même exceptionnel. Je veux dire, c'était avant le 7 octobre, c'était l'exact opposé. C'était une opinion positive, même plus que Même en 60% d'ailleurs. Même en Allemagne, tu le dis dans ton livre, je crois que c'est 64% des Allemands Ouais, qui sont passés... qui avait une opinion défavorable. Plus qu'en France. Et ça, c'était il y a déjà, au moment où j'écris le livre, c'était déjà il y a 1 an et demi. Donc la chose n'a fait qu'empirer. Hein. Il n'y a que ce régime français, j'ai envie de dire. Parce que Oui, on il peut faut parler d'un régime. Il faut l'appeler le régime. Parce qu'à moins que la gauche mélenchoniste et LFiste prennent le pouvoir, je veux dire, tout le reste, c'est un peu pareil, quoi. Complètement. Et donc, on peut parler d'un régime quand tu vois la Tout à fait. composition de l'Assemblée nationale. Donc, à moins d'un changement de régime, je pense que la France sera la dernière, après l'Allemagne, à lâcher Israël. C'est tellement profond en Allemagne. Enfin, bon, après, je dois reconnaître que je ne suis pas l'actualité allemande tous les jours, mais je n'ai pas vu buzzer des propos de dirigeants allemands qui ressemblent à ça, quoi. Merch a quand même condamné la pendaison des Palestiniens. Oui, voilà, sans ambiguïté. Il n'y a pas besoin de sortir des trucs... De dire que ce serait contraire. Ça, c'est du zèle. Et c'est à se demander qu'est-ce qu'il a, en fait, Jean-Noël Barrot. C'est d'autant plus... Alors que les relations sont terribles là, en ce moment avec Israël. Elles sont terribles. C'est même Israël qui a coupé les relations commerciales d'armes. C'est ça qui est absolument infâme. Délirant. Alors que le gouvernement français prétendait... Je suis allée demander au porte-parole du Quai d'Orsay. Il m'a dit je n'ai pas eu de notification. J'avais envie de lui dire de notification de qui ? De quoi ? De Tel Aviv ou de qui ? De quoi tu parles ? Alors, mais surtout, ce qu'il y a de grave dans ce qu'a dit Barrot, c'est nier qu'Israël n'a pas eu besoin de cette peine de mort pour tuer les Palestiniens gratuitement, sans aucun permis, et depuis longtemps, et sans procès. Puisqu'on a vu que depuis le 7 octobre, le nombre de Palestiniens qui ont été tués, sans soins, morts en détention, affamés, exécutés, affamés, violés, tous ces Palestiniens qui ont été capturés à Gaza, qui sont des civils, qui ont été purement... Ces fausses communes qu'on a là, et ça date depuis très longtemps, bien avant le 7 octobre, puisque lors de l'invasion israélienne du Liban en 82, les Palestiniens qui ont été capturés, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils n'ont jamais eu droit à des procès. Et on a retrouvé des fausses communes dans le nord de la Palestine. Et je me souviens très bien, puisque c'était des Arabes, ceux qu'ils appellent les Arabes israéliens, des Palestiniens de 48, qui avaient trouvé, parce qu'il y avait eu des très très fortes pluies à un moment, et ces pluies avaient complètement raviné un versant de colline. Et tout s'était effondré, et là des corps étaient apparus. Et c'était absolument épouvantable, je me rappelle très bien, ça devait être en 84-85. Ouais. Et des corps étaient apparus, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était les corps de Palestiniens qui avaient été capturés au Sud-Liban lors de l'invasion. Et parmi ces corps, il y avait des corps d'Européens. On avait réussi, c'était donc des militants qui étaient allés combattre avec les Palestiniens, et c'est là, à cette occasion, qu'on avait trouvé également de corps d'Européens. C'était des Allemands ou des Italiens, absolument. On avait retrouvé des effets qui avaient permis d'identifier, et c'était donc ces Palestiniens de 48 qui avaient, je me rappelle toujours. Donc Israël a toujours pratiqué les exécutions sommaires de prisonniers, et alors, y compris des soldats égyptiens lors de la guerre de 67. Il y a des rapports qui avaient été faits par rapport à cela. Ouais, et il faut expliquer le phénomène des prisonniers. C'est pas quelques prisonniers. J'écoutais récemment un reportage à la radio justement d'une manif à Ramallah après le vote de la loi sur la pendaison, sur la peine de mort. Et il y a une témoin, une palestinienne qui disait il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas un prisonnier. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a 7 millions de Palestiniens en Palestine. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un prisonnier dans la famille.
un détenu, un tout à fait. otage, en fait, pour beaucoup, puisque c'est des détentions arbitraires pour beaucoup, sans procès, sans justice, sans savoir même de quoi tu es inculpé. Et ça peut durer comme ça des années. Israël n'a aucune légitimité pour juger les Palestiniens. Israël doit juste dégager de la Palestine. Je crois que c'est un quart des adultes, des hommes adultes qui arrivent à 40 ans, je crois. Au moins un quart qui a fait un séjour plus ou moins long en prison. Tout le monde. Moi, tous les Palestiniens que je connais qui vivent en France, ils sont tous passés par la case prison. Des Tous. situations coloniales. Pour rien. On le voit en Kanaki, on le voit chez les Mapuches en Argentine, d'une manière générale. C'est Ah, un mais c'est- enfermement de masse. Non, qui est systématique, Youssef. C'est pas que la Palestine, vraiment. Non, mais en Palestine, je crois que ça atteint un niveau Là, c'est beaucoup plus important la encore. pendaison par voie administrative, parce qu'en fait, la plupart des prisonniers, c'est juste des prisonniers administratifs. C'est ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas. Bon, déjà, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de Mais là, justice pour les Palestiniens, en tout cas. C'est que la loi concerne uniquement les Palestiniens. Ouais. C'est que la peine de mort concerne uniquement les Palestiniens. Raciste, Et Ça, il le dit en plus, ce Barreau. Mais bien sûr. dit Mais normalement, C'était- Barreau, il n'aurait qu'une seule chose à dire, C'est tout, je rupture condamne de ça. l'accord Ah oui, d'association. bien sûr. Parce que je rappelle que l'accord d'association Ils vont entre jamais, l'Union... oui, non, mais la France peut le faire. Le porte-parole a dit hier que ce Absolument. serait à nouveau sur la table, mais c'est du Moi, je bullshit. pense parce Mais qu'en bien Au fait, plus haut du Mais bien génocide, ils sûr, l'ont pas bien fait, là, sûr, ils vont bien faire sûr. pour un bombardement Bien au sûr. Liban. Bien Ils vont sûr. pas le faire. Je pense Et bien aussi que la sûr. position Ils vont de la pas le France faire, s'explique, c'est- en tout cas, du régime français s'explique parce que Tu sais que c'est la question arabe. j'étais très touchée tout à l'heure. J'ai vu un ami à moi palestinien que je connais de longue date, vraiment de très longue date, qui vit ici, qui est franco-palestinien, et qui m'a dit que c'était dans mon livre qu'il avait, le premier, qu'il avait pris conscience que c'était... Il m'a dit, moi je suis trop à l'intérieur des méandres, l'OLP et tout ça, Hamas, machin, tout ça. Il m'a dit le terme... Le fait que ça soit une lutte anticoloniale, il l'a vu dans mon livre et ça lui a sauté aux yeux parce que c'était un regard extérieur, un regard de quelqu'un qui vient d'Algérie et qui compare les situations, même s'il y a des points de différence, mais qui compare. C'est- Ça m'a touchée parce que je me suis... Bah oui. Et ça m'a surpris, je me dis, toi, Non, mais c'est vrai. C'est J'ai pas logique. Oui, ouais. j'ai même pas trop compris parce que c'est quelqu'un qui est complètement dans la cause. Mais oui, parce qu'on leur a tellement dit Mais que c'est il m'a un problème d'entente, Ouais, de d'entente. paix, Tu vois, c'est ça. tous ces mots qui Il masquent est- complètement il la est réalité. Ouais, ouais. palestinien de Tout à fait. l'affaire arabophone. C'est Tout à fait. fou. Tout à fait. Ça m'a vraiment Ah oui, émue et touchée et je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? Oui, oui, C'est oui. tellement, on nous a tellement retourné le cerveau qu'on ne voit pas l'évidence que c'est juste une lutte anticoloniale comme il y en a eu partout. Absolument. C'est tout. C'est simple. Non, on va te dire non, mais On va c'est dire, c'est plus compliqué. C'est plus Ah, ça, c'est le compliqué, truc. Myriam. Mais non, L'enfer, c'est l'enfer. plus compliqué, Myriam. C'est tellement simple. C'est plus C'est compliqué. tellement simple. C'est tellement Faut le simple, faire mon avec. Dieu. Non, tu comprends, Myriam, c'est plus compliqué que ça. Là, c'est simpliste ton C'est ça. raisonnement. Peut-être pour terminer l'émission, un dernier extrait du Hamel. Jean-Noël Barrot, vous condamnez ces frappes sur les mots qui sont utilisés. Le président du Liban, Joseph Aoun, a parlé d'attaque barbare, d'un massacre. Il y a quelques instants, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, a, elle, qualifié l'action israélienne au Liban de disproportionnée. Est-ce que vous reprenez ces mots à votre compte, Jean-Noël Barrot ? Oui, l'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah qui doit être impérativement désarmé, rendre ses armes à l'État libanais. Mais non, le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié parce qu'un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Et la destruction du Liban, la destruction de l'État libanais ne détruira pas le Hezbollah, au contraire, elle la renforcera. Ça montre. Alors, c'est même Alors, pas. on me dit que c'est de l'incompétence. Et des gens Non, me disent, c'est pas de la non, compétence. c'est- Non, Je crois pas. c'est pas de la compétence, c'est être aligné Je sans crois arrêt pas. derrière Non, Israël. mais c'est en plus, Et il la a l'air- crainte Il a que. l'air de Paniqué. oui, il est inquiet. Il est paniqué, on m'a pas dit. Je On sais m'a pas pas de dit. quoi. Bah, Non, mais quand même, il pouvait s'attendre à cette question. Oui, Est-ce bien que sûr, c'est bien sûr. disproportionné Bah, Et bien en plus, évidemment. la France a condamné les Bien frappes. évidemment. oui. Qu'est-ce qui se passe Oui, tout à fait. il y a aussi- Qu'est-ce qu'il a? C'est à se poser des questions sur son état à fait. à Jean-Noël Barrot. Non, mais En tant que... Parce qu'hier, on était au Quai d'Orsay, ils ont condamné avec les termes Bien les plus sûr. forts. Et bien sûr. Quel est le problème? Il te demande est-ce que tu considères que c'est disproportionné? C'est bizarre. Après, la seule industrie française qui fonctionne, c'est l'industrie militaire. Donc bon, on C'est connaît même pas. les liens C'est même français. pas ça. C'est même Mais pas il y ça. a aussi Non. une question Mais non, idéologique. parce que. Je sais évidemment qu'il y a une Non, parce que question la France, excuse-moi, mais la France pourrait très bien continuer à vendre avec en apparence quelques paroles lénifiantes Elle sur continue effectivement, à vendre, c'est un ça peu peut pas excessif. arrêter, hein. Mais même cela, c'est-à-dire que ça ne changerait rien du tout, je veux dire. Hein, mais même cela, c'est la trouille. C'est la trouille. C'est la trouille politique. En fait, c'est la trouille politique. Hein. Ouais. C'est terrible d'en arriver là, parce que ça décrédibilise complètement
la parole politique. Alors justement, le vrai complotisme, il est là, en vérité, puisque tout à l'heure on parlait de ça. Le vrai complotisme, il est là parce que ça veut dire qu'il y a des choses sous-jacentes. Parce que évidemment, ce comportement de Barrot est absolument anormal. Et tout le monde peut reconnaître que c'est anormal. Bah oui. Puisque c'est tellement, il y a une Mais telle on te pose une outrance. question, tu réponds autre chose. Oui, Voilà. Donc les gens vont s'inquiéter, ils disent mais c'est quoi ça? Ça cache quelque chose. Oui, c'est ça. Et en fait, C'est comme ça qu'on eux qui crée, provoquent bien ce sûr, complotisme. qui provoquent des... Voilà. Mais vraiment, moi, je trouve qu'il y a Voilà. des questions à se poser là, sur l'attitude. Vraiment, dans cette interview, je trouve que c'est quand même bizarre. La question, elle n'est pas Bien sûr. compliquée, elle n'est pas piégeuse. Bien sûr, bien sûr. Le truc est d'actualité, le bombardement, on voit- le massacre au Liban, là, il est Ah bah, d'actualité. c'est T'as quand 300 même une phrase à morts. dire. Ben oui, Comment c'est fou. C'est 300 hors de morts. propos. 300 morts en un jour. L'Iran doit cesser de terroriser Israël. Ouais, ouais, On est toujours c'est dans la même surréaliste, hein. gamberge Oui. de la déclaration d'avant. Ah ouais. L'Iran doit cesser de terroriser Israël, donc ça c'est. Non, mais ça- faut encore Mais valider comme cette si c'était information, l'Iran comme qui avait si c'était vrai. commencé la guerre, là. Non, mais Ouais. c'est Et donc incroyable. qui force Oui, Israël Et à sur le bombarder Liban. Ah, c'est ça. j'imagine. C'est ça. Liban, tout à fait. sur une puissance Tout à fait, qui est en tout à fait. économique. T'as pas envie de l'avoir en père de famille, Jean-Noël Barrot, parce que s'il a un enfant préféré, apparemment, c'est Israël, parce que le Liban est censé être un ami, tu vois. Ben, c'est la Donc, France qui a en créé gros, le Liban, en plus. Plus qu'un Donc, ami. il Un demande, enfant de la France. Il demande à un des enfants d'arrêter de terroriser le deuxième pour qu'il tue pas le troisième. C'est ça, en fait. Oui. Je sais pas. C'est une n'importe quoi. logique. Et c'est. Ben voilà, c'est la France. C'est la France depuis toujours. Parce que. On peut quand même faire remarquer une chose, c'est que la France a toujours été sioniste, depuis la création d'Israël, avec l'embellie, à part l'embellie gaulliste. Et l'embellie gaulliste qui a été une embellie, alors qui n'a jamais été une politique arabe comme on le prétend, mais qui a été une tentative Chirac, de rééquilibrer. Bah, c'est ça. J'inclus Oui, Chirac oui, dans oui. l'embellie gaulliste. Oui, oui. C'est la séquence gaulliste Ouais. qui s'achève avec Chirac. Ouais. Qui s'achève vraiment avec Chirac et dont De Sarkozy, Villepin est un des échappés. Oui. est Et après, on a une des voilà. Mais toute cette séquence s'achève et De Villepin est un petit peu le dernier de ce phénomène gaulliste. Et voilà. Mais sinon, la France, c'est vrai, et surtout la 4ème République a toujours été très sioniste, et c'est la 4ème République qui soutient avec ardeur la création d'Israël. Je voyais encore tout à l'heure, excuse-moi, un tweet d'un journaliste de BFM, Raphaël Grabli, qui disait non, le sionisme, c'est juste le droit à l'existence d'Israël. Tu sais, la fameuse phrase que je conteste depuis le début. Donc, Tu sais que c'est pas ça. L'idéologie sioniste, sa concrétisation, c'est l'État colonial suprémaciste d'Israël qui s'est bâti sur une terre où il y avait déjà un peuple qui s'appelle la Palestine et les Palestiniens, et s'est bâti sur l'écrasement de cette terre. Donc c'est ça le sionisme. Moi, c'est ça ma définition du sionisme. Il n'y en a pas une autre. Tu peux pas dire l'idéologie. Les premiers qui ont eu l'idée du sionisme, c'est juste le droit à l'autodétermination des Juifs. C'est pas ça. La concrétisation, c'est l'État d'Israël tel qu'on le connaît, qui s'est bâti que sur le massacre du peuple palestinien. Donc je pense que cette idéologie doit être démantelée, marginalisée, et l'histoire s'en souviendra comme une des belles horreurs de ce siècle. En tout cas, Une des plus grandes, d'ailleurs. Merci beaucoup pour ta présence. Et puis, Merci. je rappelle évidemment le livre, super livre. Donc, moi, je vous le conseille vraiment pour le donner à quelqu'un qui ne connaît rien à la Palestine et qui est en mode oui, mais c'est un peu plus compliqué. Offrez-lui ce livre-là. Donc, c'est Ah, hop cette là. caméra. C'est 10 euros. Donc, en plus, c'est pas très cher. C'est un livre de poche. Une centaine de pages, ça se lit très, très facilement. C'est bien écrit. Merci. Voilà, donc c'est vraiment un condensé de la question palestinienne et des arguments qu'il faut sortir aussi. Donc, merci beaucoup de ta présence. Évidemment, Myriam, merci Merci pour l'invitation. présence, Youssef. Merci Myriam. Youssef. Merci. Voilà, merci le chat. Donc n'hésitez pas évidemment à acheter ce livre, mais aussi à aller sur notre Tipeee. On a besoin de l'argent pour continuer à produire et avoir des superbes invités comme Myriam. Merci Merci beaucoup, Merci Myriam. aux gens du chat. Je Merci vois le les chat, merci la qui technique. me saluent.